Bienvenue dans Déblocage intérieur, le podcast qui t'aide à comprendre ce qu'il se passe en toi quand tout part un peu en vrille autour. Moi c'est Louise, je suis passionnée de psychologie et de relations humaines et ici on met des mots simples, vrais et vivants sur ce qu'on vit tous, mais qu'on ne dit pas toujours. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais commencer cet épisode en te racontant quelque chose, parce que si tu es dans le contrôle, tu as sûrement déjà vécu ça. Tu sais, c'est ce moment où tu as un entretien d'embauche. Et toi, tu vas pas juste préparer dans les grandes lignes. Non. Tu vas vraiment le préparer. Tu vas préparer les questions qu'ils vont te poser. Tu vas préparer tes réponses, les contre-questions, les contre-réponses, etc. Et tu rejoues la scène tellement de fois dans ta tête que tu as l'impression de l'avoir déjà vécu. Et là, le jour J, tu rentres dans la pièce et la première chose que l'interlocuteur te dit, c'est un truc que t'avais pas du tout prévu. Pas grand chose, juste une question anodine, un angle différent. Et là, ton beau château de cartes vacille. Tu es déstabilisé, pas parce que tu n'étais pas préparé, parce que ça s'est pas passé comme tu l'avais prévu dans ta tête. Ou peut-être que c'est une autre situation dans laquelle tu vas te reconnaître. Tu vois, c'est les vacances en famille que tu as organisées dans les moindres détails, les hôtels, les restos, les horaires. Et le premier imprévu qui arrive, tu le vis comme une catastrophe. Alors que, objectivement, c'est juste qu'il pleut et que du coup, tu peux pas faire du bateau. Ou c'est ce message que tu as relu 6 fois avant de l'envoyer, pas parce qu'il y avait des fautes, parce que tu voulais être sûr qu'il serait pas mal interprété, qu'il donnerait exactement l'impression que tu voulais donner. Ou alors, t'as aussi cette délégation que t'arrives pas à faire vraiment. Genre, tu confies un truc à quelqu'un et 2 heures après, tu vérifies quand même, juste pour être sûr. En tout cas, si tu t'es reconnu dans une des situations que j'ai citées, ou des choses qui y ressemblent, t'es exactement au bon endroit aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on va parler de ce besoin qu'on a de tout contrôler. Tu vois, c'est ce truc qu'on a tous plus ou moins dans les faits. Parce que je pense que personne n'aime rien contrôler dans sa vie. Mais il y a certaines personnes qui le vivent avec un niveau qui les épuise vraiment. Et qui parfois les épuise eux, mais pourrit les relations qu'ils ont, va bloquer. Enfin, en tout cas, ce trait de caractère peut potentiellement bloquer des opportunités, peut créer une fatigue de fond qui ressemble à rien d'autre. Et ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble aujourd'hui, c'est pas te dire lâche prise, parce que franchement, qu'on se le dise, lâche prise, c'est le conseil le plus inutile du monde. C'est comme si tu dis à quelqu'un qui a peur de l'eau, non mais t'inquiète, faut juste que tu nages. Bah non, en fait, non, ça marche pas. Ce qu'on va faire, c'est comprendre, c'est-à-dire comprendre d'où ça vient, pourquoi ça t'épuise, ce que ça te coûte vraiment, et surtout, on va voir comment ton cerveau peut apprendre à être plus serein quand les choses se passent pas exactement comme prévu. Parce que oui, spoiler alerte, ça s'apprend. Et j'ai très envie de t'expliquer pourquoi. Mais bon, avant qu'on se lance dans tout ça, petite coupure pub, c'est pas long et on se retrouve juste après. Vouloir contrôler, c'est pas un défaut de caractère. C'est pas de l'anxiété pathologique. C'est pas je suis comme ça et c'est tout, point. En gros, vouloir tout contrôler, c'est une réponse. Alors tu vas me dire une réponse à quoi ? En gros, c'est une réponse intelligente construite par ton cerveau pour une raison précise. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans, dans ton cerveau ? Eh bien, le cerveau, et j'adore cette façon de le voir, le cerveau, c'est fondamentalement une machine à prédire. En gros, le job numéro 1 de ton cerveau, c'est pas de te faire philosopher sur le sens de la vie, même si c'est très intéressant et qu'on le fait tous un peu à notre manière, c'est d'anticiper ce qui va se passer ensuite pour t'économiser de l'énergie et te garder en sécurité. Donc ton cerveau tourne en permanence en mode est-ce que je sais ce qui va se passer ? Est-ce que je suis en terrain inconnu ? Est-ce que je dois réagir ? Et en gros, quand l'environnement devient imprévisible, quand tu sais plus où t'en es, quand les choses t'échappent, eh bien, cette machine interne s'affole. T'as une petite alarme qui s'active, pas
parce que tu es fragile, parce que c'est littéralement pour ça qu'elle a été conçue. Donc contrôler, dans ce contexte, c'est une façon de dire à cette machine « Ok, t'inquiète, j'ai la situation en main ». C'est de rendre le monde prévisible et donc de rendre le monde sûr. Et ça, c'est intelligent, c'est même brillant. Le problème, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que parfois le monde ne peut pas être prévisible. Et là, serrer plus fort ne change rien. Ça épuise. Alors pourquoi certaines personnes veulent beaucoup plus contrôler que d'autres ? Parce que maintenant, j'aimerais qu'on aille chercher quelque chose d'un peu plus profond. Parce que ce cerveau prédictif, on l'a tous. C'est naturel, c'est inné. Mais le cerveau de vigilance, lui, il varie énormément d'une personne à l'autre. Et ça, c'est pas du hasard. Hein. En gros, imagine un enfant qui grandit dans une maison où les règles changent. Donc, pas forcément une maison chaotique. Hein. Ça peut être très très subtil. Par exemple, un parent dont l'humeur est imprévisible. Parfois chaleureux, parfois distant, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Une atmosphère où on ne sait jamais trop ce qui va plaire, ce qui va déplaire. Des moments de tension qu'on sent venir sans pouvoir les nommer. Eh bien, ce cerveau-là, il apprend quelque chose de très précis, anticipe, surveille, maîtrise l'environnement avant qu'il ne te surprenne. Et en gros, quand tu as, enfin en tout cas si c'est ton cas, si tu as grandi dans un environnement qui était semblable à celui que j'ai décrit, il faut savoir qu'à l'époque, c'était très adapté. C'était même la meilleure stratégie possible. C'est-à-dire que ton cerveau a fait quelque chose de brillant avec ce qu'il avait. Sauf qu'aujourd'hui, tu as grandi. L'environnement a changé. Et le système nerveux, lui, n'a pas reçu la note de service. Et il y a quelque chose d'encore plus précis que je veux te dire là-dedans, c'est que les chercheurs qui travaillent sur l'attachement, tu vois, sur cette façon dont on a appris très tôt à être en relation avec les autres, bah, eux, ils ont montré que notre style d'attachement influence directement notre rapport au contrôle dans les liens. Tu vois, par exemple, je vais le redire un peu au cas où t'as pas écouté les épisodes sur les styles d'attachement. J'en ai fait 5. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller les écouter. Mais tu vois, typiquement, quelqu'un qui a développé ce qu'on appelle un attachement anxieux, eh bien, souvent parce que les figures importantes de sa vie étaient là, puis pas là, de façon imprévisible, eh bien, ce quelqu'un-là va avoir tendance à surcontrôler dans ses relations. Il va analyser chaque message, chercher des sous-textes qui ne sont peut-être pas là, anticiper une déception, un retrait, un abandon, avant même qu'il y ait le moindre signe. Pas parce qu'il est trop, pas parce qu'il est irrationnel, parce que son système nerveux a appris très tôt que les liens pouvaient changer sans prévenir. Et du coup, il surveille. C'est une logique ancienne, mais une logique. Le truc avec cette logique et ces mécanismes, c'est que ça coûte vraiment. Et souvent, je trouve qu'on le minimise, tu vois. On dit non, mais de toute façon, j'aime bien tout contrôler, avec un air mi-fier, mi-coupable, je sais pas. Mais la réalité, quand on veut vraiment contrôler tout son environnement, qu'on est dans le surcontrôle, c'est que déjà, on est épuisé. En gros, quand tu maintiens un niveau de vigilance élevé en permanence, quand tu scannes les situations, quand tu prépares tous tes scénarios, quand tu vérifies, tu anticipes, tu contrôles, eh bien, mine de rien, c'est une dépense d'énergie mentale colossale. C'est un peu comme garder le moteur en sur-régime toute la journée, ça tourne, et à un moment, le réservoir est vide, et tu fais « Ah, tiens, marrant !» Sauf que le truc, c'est que cet épuisement-là, eh bien, il se voit souvent pas là où il se produit. Donc, en gros, tu contrôles à fond au boulot toute la semaine, et le vendredi soir, tu rentres chez toi et tu pètes un câble pour rien. Tu vois, que ce soit une assiette mal rangée, un truc oublié, une broutille. Et là, tu te demandes ce qui t'a pris. Sauf que ces comportements-là, enfin en tout cas, le fait de te péter un plomb un peu comme ça, c'est pas une coïncidence. C'est un réservoir vide qui cherche une sortie.
Un autre mécanisme, ça peut être de se défouler autre part, dans le sport, dans des sports à adrénaline, par exemple, aller rouler vite. Une autre chose qui te coûte quand tu es dans le contrôle, c'est tes relations. Et ça peut être le plus douloureux parce que le surcontrôle dans une relation, ça se sent même quand rien n'est visible. Une personne qui est dans le surcontrôle dans ses relations, ça va par exemple être quelqu'un qui va reformuler ce que la personne dit dans sa tête pour vraiment faire rentrer ses dires dans ce qu'elle avait anticipé. Et du coup, en faisant ça, elle rate ce que la personne en face disait vraiment. Ça peut être quelqu'un qui fait les choses à ta place pour que ce soit bien fait et toi tu te sens inutile ou infantilisé sans trop savoir pourquoi. Ça va être quelqu'un qui a tellement besoin de savoir où on en est dans la relation qu'il ou elle laisse plus trop d'espace pour que les choses se révèlent naturellement. Et souvent, et c'est là que c'est cruel, ça produit exactement ce qu'on voulait éviter. Donc on surveille pour pas perdre le lien et c'est la surveillance elle-même qui crée de la distance. Et enfin, dans ce que ça coûte, ce surcontrôle, c'est quelque chose de bien plus subtil que j'ai quand même envie de nommer. Le surcontrôle, ça bloque la vie que tu aurais pu avoir. Alors dit comme ça paraît un peu abstrait, mais moi je suis persuadée que les meilleures choses qui nous sont arrivées, les rencontres, les virages, les découvertes, c'était rarement ce qu'on avait prévu. C'était souvent le truc qu'on n'avait pas planifié, le détour. Tu vois, la personne qui s'est présentée sur notre route et on s'est dit tiens, lui ou elle, sympa. Et en fait, si tu contrôles tout, si tu restes sur tes rails, effectivement, il n'y a jamais d'accident, jamais de détour, mais il n'y a jamais de découverte non plus. Et voilà quelque chose d'important à comprendre sur le mécanisme en lui-même. Parce que ce truc de contrôle, c'est un paradoxe dans le sens où le surcontrôle, ça marche pas. Ou plutôt, ça marche à court terme. C'est-à-dire que sur le coup, ça soulage l'anxiété, 2 minutes. C'est un peu comme quand tu grattes une piqûre de moustique, ça soulage, mais après ça empire. Ta piqûre, si tu la grattes trop, désolé, hein, mais elle ressemble plus j'allais dire à Sherlock Holmes, pas du tout, à Frankenstein qu'à autre chose. Parce que, en fait, à chaque fois que tu contrôles pour éviter l'inconfort, de l'incertitude, eh bien, ton cerveau, il va enregistrer quelque chose de faux. Il va apprendre que l'incertitude était effectivement dangereuse et que la seule façon d'y survivre, c'est de contrôler encore plus. Donc, la prochaine fois, l'alarme monte plus vite et t'as toujours plus besoin de contrôler. Et ce cercle vicieux, il tourne, et ça t'épuise encore plus. Et le truc, c'est que c'est pas une question de volonté. C'est pas parce que t'es faible ou que t'arrives pas à juste te détendre. C'est un apprentissage. Parce que quand on est dans un cercle vicieux, pour en sortir, faut déjà être conscient qu'on y est et ensuite faire au quotidien des petits pas pour sortir petit à petit de ce cercle. Ton cerveau, il a appris quelque chose et il peut en apprendre une autre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la plasticité cérébrale, ça peut tout changer. Le cerveau, et c'est une des découvertes les plus importantes des neurosciences ces dernières décennies, il est plastique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se recable en fonction de ce qu'on vit. Pas juste dans l'enfance, vraiment tout au long de la vie. Et en gros, pendant longtemps, on pensait que le cerveau adulte était figé, que c'était... En gros, que ce qui s'était câblé était câblé et que c'était foutu. Maintenant, on sait que c'est totalement faux. Les connexions neuronales se renforcent quand on les utilise et elles s'affaiblissent quand on les utilise moins. C'est ça la neuroplasticité. Et ce que ça veut dire pour toi, concrètement, c'est que les réponses automatiques que tu as développées, donc cette vigilance, ce besoin de maîtriser, c'est des chemins neuronaux bien tracés, qui sont aujourd'hui très empruntés pour toi, donc très rapides. Cependant, c'est pas une fatalité, hein. C'est un sentier qu'on a beaucoup marché, mais des sentiers, tu peux en créer d'autres. Effectivement, pas d'un coup, parce qu'un sentier, ça se trace petit à petit, donc pas du jour au lendemain, mais
vraiment, et c'est ça que j'ai envie qu'on explore maintenant, euh, comment tu vas faire dans la vraie vie, concrètement, pour créer ces nouveaux chemins. Première chose, comprendre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Alors ça, c'est quelque chose que je répète souvent à mes potes, mais en gros, imagine que tu es expert dans un sport. Disons la natation. Tu connais l'eau, t'es comme un petit poisson, tu connais ton corps à l'intérieur de l'eau, tu sais exactement quoi faire pour être efficace, c'est ton terrain de jeu, tu es compétent. Et un jour, tu te retrouves sur un terrain de tennis. Et t'essaies d'appliquer les mêmes réflexes, la même façon de lire l'espace, le même contrôle que quand t'es dans ta piscine. Et bah, ça marche pas. Non pas parce que t'es nul, parce que c'est pas ton terrain de jeu. Les règles sont différentes. Et le surcontrôle, c'est souvent ça, c'est essayer d'appliquer une vraie compétence, une maîtrise qui existe, qui est réelle, dans un domaine où on ne peut pas l'exercer. Et typiquement, tu vois ce que les autres pensent de toi, comment ils vont réagir, si la relation va tenir, comment la situation va évoluer. C'est pas ton terrain de jeu. T'as beau être très fort, très beau, te préparer, tu joues pas sur le bon cours. Ton terrain à toi, le vrai, le concret, c'est ta façon de répondre à une situation, ce que tu choisis de dire ou taire, l'effort que tu mets, la façon dont tu te traites quand ça rate, tes valeurs, tes actions, ça c'est toi, entièrement. Et en fait, quand tu mets ton énergie là-dedans, c'est pas de la résignation, c'est jouer sur ton vrai terrain de jeu. Là où tu peux vraiment faire quelque chose. Parce que bon, si tu essaies de nager sur un terrain de tennis, excuse-moi, mais tu vas t'épuiser et en plus tu vas être couvert de... Comment ça s'appelle le truc qu'ils mettent sur le terrain de tennis là ? Le truc orange. Je suis pas très forte en tennis. Ça s'entend, non ? Bon, les gens qui font du tennis, vous m'enverrez ça sur Insta. Deuxième tips, l'exposition progressive. Alors, ton cerveau apprend pas par les discours qu'on se tient. Il apprend par ce qu'on vit. Donc, lui montrer progressivement que l'incertitude n'est pas un danger, c'est lui donner de nouvelles expériences, de nouvelles données. Donc, pas d'un coup, pas en mode « Ok, c'est parti, aujourd'hui je lâche prise toute ma vie ». Non, l'idée c'est de faire petit à petit, très petit même. Tu envoies un message, le message tu le relis pas une 7e fois, tu laisses quelqu'un d'autre organiser le dîner sans intervenir, tu laisses une conversation se terminer sans chercher à savoir exactement où on en est, tu délagues vraiment sans vérifier 2 heures après. Tu vois, tout ça, c'est un peu comme réapprendre à nager après des années à ne pas nager. Tu commences pas par le grand bain, tu fais pas 800 mètres. Tu mets un pied dans l'eau et tu vois que t'en meurs pas, quoi. Et en fait, à chaque fois que tu fais ça, ton système nerveux note quelque chose, il apprend que l'incertitude est tolérable. Et petit à petit, le nouveau chemin se trace. L'alarme devient moins sensible, pas parce que tu as décidé de te détendre, parce que ton cerveau a eu de nouvelles preuves que, eh bien, quand tu ne contrôles pas tout, c'est ok. Troisième chose, apprendre à voir la pensée sans la suivre. À voir comme la vue, hein, le verbe voir. Quand ton cerveau part en mode « et si ça se passe mal ? Et si j'ai dit quelque chose de bizarre ? Et si l'autre est fâché ? Et si ça foire ?» Bon bah ça c'est automatique, c'est rapide. Et si tu le remarques pas, ça pilote à ta place. Ce qu'on peut entraîner, et c'est vraiment un entraînement, hein, pas une révélation, c'est l'espace entre la pensée et la réaction. C'est-à-dire que quand tu pars dans des « et si, et si, et si », moi, ce que je te conseillerais, c'est de remplacer tous tes « et si » par des « même si ». Et si ça se passe mal, même si ça se passe mal. Tu vois la différence ? Voilà. Et quatrième chose, la plus profonde, allez regarder les croyances en dessous. Alors attention, on va creuser un petit peu parce que le surcontrôle, la plupart du temps, repose sur quelque chose. Les gens vont me décevoir. Ou, si je ne suis pas parfait dans ma préparation, je vais perdre quelque chose d'important. Eh bien, ces croyances-là, elles se questionnent. Est-ce que c'est vrai ? Typiquement, les fois où t'as pas tout maîtrisé, est-ce que tout s'est vraiment effondré ? Ou est-ce que les choses se sont passées, certes, autrement que tu l'avais prévu, mais elles se sont passées ? Et rien de grave ne s'est passé.
Souvent, en fait, quand on regarde les choses honnêtement, on a des preuves du contraire qu'on n'a jamais vraiment regardé. Tu vois, toutes les fois où on a lâché et où ça s'est bien passé. Des fois où l'imprévu a amené quelque chose de mieux que ce qu'on avait prévu. Et mettre la lumière là-dessus, c'est un travail, mais c'est souvent là que quelque chose se décoince vraiment. Alors voilà, ce que j'ai envie que tu retiennes de tout ça, c'est que vouloir contrôler, c'est humain. C'est intelligent même, quelque part. C'est ton cerveau qui a fait exactement ce pourquoi il est fait. Optimiser pour l'environnement dans lequel il était. Et si t'en es là, si t'as besoin de contrôler et que ça déborde sur tout, si ça t'épuise, sache que déjà, c'est pas un défaut, c'est un vieux câblage qui tourne encore sur du nouveau matériel. Et la bonne nouvelle, la vraie, c'est que ce câblage peut changer. Non pas par la force, pas par la volonté pure, mais par l'expérience répétée, par de nouvelles preuves données, un cerveau qui lui apprend encore, qui apprend toujours. Donc non, lâche prise, c'est pas la réponse. La réponse, c'est plus petit, plus concret. Elle ressemble plus à sur quoi j'ai vraiment le pouvoir là, maintenant, tout de suite. Et te ramener là chaque fois que tu t'en éloignes, chaque fois que tu te dis non mais je vais contrôler tout ce qui se passe sur la planète, mine de rien, c'est le premier pas pour avoir un peu plus d'espace mental et être un peu moins épuisé par le besoin de tout contrôler quand au final, qu'on se le dise, hein, c'est impossible de tout contrôler. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Si une phrase t'a un peu remué, si tu t'es reconnu dans quelque chose, eh bien, tant mieux. C'est l'objectif de ce podcast, de faire réfléchir. Et si tu penses à quelqu'un en l'écoutant, eh bien, n'hésite pas à lui envoyer, ça lui fera sûrement du bien. Voilà. Parce que des fois, entendre que ce qu'on vit a un sens, eh ben, ça soulage un petit peu, quoi. Et c'est le premier pas pour être beaucoup plus serein dans sa vie de tous les jours. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Déblocage intérieur. D'ici là, prends soin de toi, des bisous et à bientôt.